Abidjan, le 1er mars 2015, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a accordé hier une audience à un émissaire du président tchadien Idriss Déby. Les échanges ont porté sur les préparatifs du prochain sommet des chefs d'État du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. De plus amples informations sur les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, était face à la presse pour apporter quelques précisions sur ce processus lancé officiellement avant-hier par le Premier ministre. Les responsables d'une centaine de banques et établissements financiers membres du groupement monétaire ouest-africain JIM-UEMOA se sont réunis ici à Abidjan dans la ligne de mire le renforcement des capacités de ces cadres gestionnaires dans le cadre de la mise en application de normes de sécurité bancaire internationale. Et puis, le ministre du Tourisme a procédé au lancement de l'établissement du plan cadastral du site touristique d'Assini Mafia. À cette occasion, Roger Kakou a échangé avec les populations d'Assini Mafia pour recueillir leurs préoccupations. Ce plan cadastral prend en compte plusieurs aspects, notamment le schéma d'aménagement. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'heure de la grande édition. Également, nous aurons un invité dans ce journal, le ministre des Infrastructures économiques, le ministre Patrick Hachi, avec qui on parlera certainement de l'inauguration de la station d'eau de Bonois. C'est à suivre dans quelques minutes. Tout d'abord, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a accordé hier une audience à un émissaire du président tchadien Idriss Déby Itno. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les préparatifs du prochain sommet des chefs d'État du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, rencontre prévue en mars à Bamako, le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Faire front ensemble contre l'avancée du désert, c'est la mission du CILSS, entendé Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. L'organisation qui regroupe les pays du Sahel et une partie de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, tient en mars prochain à Bamako le sommet des chefs d'État. Objectif, trouver des solutions pratiques aux problèmes de sécheresse dans ces régions, surtout pour le secteur de l'agriculture. L'agriculture occupe une place très importante. Et aujourd'hui, par exemple, la question du changement climatique ne fait jamais cesser de parler. La région Afrique a déjà mis en place, aussi c'est à 40 ans. Depuis 40 ans que nous avons commencé la lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Et si aujourd'hui on parle de changement climatique, c'est les effets pervers de cette sécheresse-là. Et donc le CILS devient de plus en plus important parce que c'est un cadre d'échange où les pays de la sous-région doivent définir leurs priorités et porter cette voie également au niveau le plus élevé pour que les priorités de la sous-région, qui seront l'ensemble des priorités nationales, puissent être consolidées et être exposées ou prévalues où que ce soit. Le Mali, qui accueille cette édition 2015 du sommet, devrait en prendre d'office la présidence tournante. Je vous le disais en titre, c'est parti pour les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Ce processus a été lancé officiellement avant-hier par le Premier ministre. Pour apporter quelques précisions sur ces états généraux, le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, était face à la presse. On fait le point avec Maïsako. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, a répondu aux questions de certains journalistes de la presse écrite et audiovisuelle lors des rendez-vous du gouvernement. Il est revenu sur les mesures prises par son ministère dans le cadre de l'exploitation du bois de Vène ainsi que la situation sécuritaire dans le mont Péco. Ce mont recèle un certain nombre d'éléments de la faune et de la flore qui sont uniques dans ce monde. Malheureusement, leur infiltration a favorisé la destruction. L'éléphant nain que nous connaissons en zone forestière a commencé à être agressé par les infiltrés du mont Péco. On a décidé de déguerpir les gens qui sont infiltrés. Aujourd'hui, là, ne touche plus au bois de Vène. C'est interdit. Après que le gouvernement ait décrété une période transitoire, nous avons fait le point avec le comité de pilotage qui avait été désigné pour conduire cette période transitoire. On a fait la situation. On a dit, voilà, après la période transitoire, où nous en sommes.
Mathieu Babodare a aussi évoqué les questions du transfert des éléphants dans le parc national d'Azani et la déforestation due à la démographie galopante. Comme ces éléphants ayant vécu dans une zone où ils ont pris goût aux cultures vivrières, n'ont pas pu rester. Donc, sont sortis et sont venus vers la forêt de Ira. Aujourd'hui, il est question qu'on les retourne à Azani. La démographie galopante est une cause. La plupart des communes ont tendance à s'étendre. Nous avons eu plein de petits problèmes d'ailleurs avec des communes où on a voulu même détruire des forêts classées qui jouxtent des communes pour pouvoir les lotir afin d'en faire des parcelles d'urbanisation. Au dire du ministre des Eaux et Forêts Mathieu Babodare, la reforestation et le développement du couvert forestier sont des étapes clés pour la préservation des forêts ivoiriennes. Le ministre du Tourisme vient de procéder au lancement de l'établissement du plan cadastral du site touristique d'Assini Mafia. À cette occasion, Roger Kakou a échangé avec les populations d'Assini Mafia pour recueillir leurs préoccupations. Ce plan cadastral, faut-il le rappeler, prend en compte plusieurs aspects, notamment le schéma d'aménagement. Grâce Kando. Le site balnéaire d'Assini, l'un des sites les plus exploités au plan touristique, souffre de sa proximité avec les constructions anarchiques. Les litiges fonciers opposant propriétaires terriens, autochtones et opérateurs touristiques constituent les problèmes à résoudre à Assini. Pour mettre fin à ce désordre, le ministère du Tourisme a initié une étude d'élaboration du plan cadastral du site touristique d'Assini Mafia. C'était en 1970 que le président Félix Houphouët-Boigny a signé un décret déclarant la zone d'Assini comme zone touristique. Il était important que l'on puisse établir ce plan cadastral afin de voir comment on peut développer de manière plus efficiente Assini. Ce plan cadastral bénéficie de l'appui du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. L'initiative est saluée par les populations, mais des préoccupations demeurent. Il y en a qui ont leurs plantations qui vont rentrer dans le site. Que vont-ils devenir ces propriétaires terriens? Nous avons demandé que l'État implante un centre de formation au métier du tourisme pour mettre au travail et les jeunes et les femmes. L'étude prend en compte trois aspects: l'état des lieux fonciers, le schéma d'aménagement et l'impact environnemental du plan d'aménagement. Le problème d'accès à l'eau ne semble pas être seulement enregistré à Abidjan Sud. On aura l'occasion d'en parler avec le ministre Patrick Hachi dans un instant. Dans la commune de Cocody, 3 secteurs en souffrent. La cité Sipim 4 notamment en fait partie. Pour soulager les habitants de ces zones, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, est obligé de les approvisionner en eau plusieurs jours par semaine. Je vous propose le constat d'Amza Diaby. Cocody, Riviera Centre, unité de production d'eau de la SODECI. Nous sommes samedi. Ici, une dizaine de camions-citernes sont stationnés. Des camions qui font leur plein d'eau. S'ensuivent les derniers réglages, puis l'on est prêt pour la mission. Notre programme de la journée consiste à aller dans un quartier de Cocody, aller livrer 60 000 litres dans un point. À travers deux camions qui contiennent... qui doit faire 3 tours chacun. Le quartier que nous allons desservir aujourd'hui s'appelle Sipim 4. Et c'est le départ. Le calcul est rapidement fait. L'ONEP, l'Office national de l'eau potable, s'en va livrer ce matin 60 000 litres d'eau dans le secteur Sipim 4, l'un des 3 quartiers desservis dans la commune de Cocody. Première destination, premier site de desserte, une Amassi, la cité des magistrats. Une cité résidentielle avec de belles rues et de belles bâtisses, mais où pour avoir de l'eau, il faut avoir un fût et des muscles, faire le rang et attendre patiemment son tour. Et finalement, demain, 2 mars, sera inaugurée la station d'eau de Beaunois, inauguration qui sera faite par le président de la République. Cette station devrait fournir 80 000 mètres cubes à la zone sud d'Abidjan. Ce projet est le fruit de la première phase du programme du chef de l'État pour résoudre définitivement la problématique de l'accès à l'eau potable pour tous. Comment se présente cet ouvrage qui a coûté 50 milliards de francs CFA réalisé en 25 mois? Avant la précision de notre invité, les éléments de réponse avec Brouléon.
Voici le désormais centre des opérations d'approvisionnement d'Abidjan Sud en eau potable. Bonoa compte 11 forages sur ce site de Kientchébé, un espace de 200 hectares aménagé comme un cellule de 7 forages à Ono, localité d'Alépé, selon les plus grandes normes d'hydraulique. Ces forages-là doivent être, pour leur exploitation optimum, au moins distants de 300 mètres. Nous allons pomper tous ces forages-là en même temps, mais le pompage ne va pas avoir d'action entre chaque forage. Ensuite, les 200 hectares dont nous parlons permettent vraiment de sécuriser et de protéger notre nappe. Objectif à fournir pendant des siècles de l'eau de qualité. L'idée se concrétise dans cette station destinée à traiter 80 000 m3 d'eau par jour, comprenant 4 unités, 2 réservoirs de 5 000 m3 l'un et un magasin de stockage de produits, tous interconnectés aux 18 forages. Depuis cette chambre de télédétection, l'usine reçoit l'eau des 2 champs captants. Cette station a comme principe de fonctionnement une neutralisation de l'eau avec du lait de chaux. Et nous avons pour la désinfection de l'hypochlorite, disons de l'eau de Javel, qui nous arrive à partir de pompes doseuses. Le mélange se fera donc pour aller au réservoir et c'est du réservoir que l'eau va partir pour la consommation à Abidjan. La distribution de l'eau aux ménages est assurée à partir des châteaux d'eau de Koumassi et Vridi. Mais avant, escale pour désinfecter le liquide des éventuels déchets aux stations de reprise de Port-Boué et Moussou. L'eau, quand il quitte Bonoa, il vient en Caravidère à la site de Moussou. Donc il ne peut plus partir à Abidjan. Donc on est obligé de refouler avec des bombes de surface. Au total, une première phase du projet d'adduction d'eau potable d'Abidjan à partir de Bonoa, assortie de plusieurs ouvrages. 2 champs captants, une station de traitement d'eau, 2 stations de reprise, 2 châteaux d'eau réhabilités, 83 km de canalisation, 8 logements d'astreinte pour un coût global de 50 milliards de francs CFA. Les travaux lancés en septembre 2012 ont duré 25 mois. Reste qu'ils fassent la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, résoudre le manque et l'insuffisance d'eau potable dans les communes de Port-Boué, Koumassi, Marcory et Trècheville, estimées respectivement à 60 000 et 120 000 m3 par jour. On en vient à notre entretien. Je reçois pour vous, chez vous, le ministre des Infrastructures économiques, le ministre Patrick Kachi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous venez d'entendre à Broléon, notre reporter, donner quelques informations sur cet ouvrage. Est-ce que vous avez des compléments à apporter sur les caractéristiques de cet ouvrage très important? Oui, les compléments qu'on pourrait apporter, c'est premièrement que c'est le projet en un seul tenant sur l'approvisionnement en eau potable le plus important jamais réalisé dans le pays, de par son ampleur, sa complexité, son coût et surtout, le plus grand défi, c'était le délai de réalisation. Comme vous l'avez vu, la situation d'approvisionnement en eau potable de la ville entière, d'Abidjan, tout quartier compris, est préoccupante. Depuis donc la sortie de crise, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que ça soit un des axes majeurs, je dirais, du programme gouvernemental au cours de ces années-là. Et au-delà de Bonoa, c'est 12 projets qui ont été en fait réalisés, dont l'un à Niangon a été inauguré en décembre dernier. Exactement. Il y a des canaux, il y a des châteaux d'eau, etc., pour permettre de combler le déficit en production d'eau qui est estimé à 200 000 m3 jour. C'est-à-dire qu'au mois de mars, les 200 000 m3 jour seront disponibles. Donc je souhaiterais quand même apporter la correction que Bonoa ne sert pas uniquement la zone sud. En fait, toute la production de la zone nord alimente la zone sud. Et comme il n'y a pas de production dans la zone sud, on est relativement déséquilibré. Aujourd'hui, la production de Bonoa va permettre d'alimenter la zone sud et les quantités qui en zone nord venaient dans la zone sud vont permettre effectivement d'alimenter la zone nord qui contient Cocody et donc Abobo. Donc aujourd'hui, il s'agit bien de régler les problèmes d'eau sur la ville d'Abidjan et pas uniquement sur la zone sud. Donc c'est vraiment une prouesse et c'était extrêmement important qu'on puisse le réaliser. Je pense que demain sera certainement un jour important. D'accord. Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure de la station de Niangon 2 à Yopougon. Elle a été inaugurée le 12 décembre 2014 par le président de la République. 15% des populations auraient encore des difficultés à s'approvisionner en eau potable. À quoi cela est dû? Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de précisions qu'il faut apporter sur la question de l'accessibilité, de la disponibilité en eau potable dans les domiciles des populations.
Aujourd'hui, en termes de production, quand nous sommes sortis de crise, on produisait 350 000 m3 jour pour un besoin de 500 000 m3 jour. Donc, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Le problème était de chercher à accroître la capacité, donc produire suffisamment d'eau. Comme je le dis, au mois de mars, ce n'est pas 500 000, mais c'est 600 000 m3 jour qu'on produit, c'est-à-dire au-delà des besoins. Maintenant, cette quantité d'eau, il faut la distribuer dans les ménages. Et ce à quoi on assiste, c'est un certain nombre de difficultés, c'est que pendant la période de crise, un certain nombre de canalisations ont été endommagées. Des gens, pour chercher de l'eau, ici et là, ont percé des canalisations. Et tant que vous ne mettez pas l'eau dans le réseau, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a de fuites. Donc, dès qu'on commence à injecter l'eau dans le réseau, on se rend compte qu'ici et là, il y a des fuites. Et donc, il faut commencer à les réparer. Ça prend un minimum de temps. Ensuite, il y a un autre facteur extrêmement important et limitant, c'est que dans le développement de certains quartiers, les programmes immobiliers quelquefois qu'on voit, les canalisations d'adduction d'eau n'ont pas toujours respecté les diamètres qu'il fallait. Ou alors, lorsqu'ils les ont respectés, on a construit ensuite des deuxièmes programmes, troisièmes programmes derrière, qui font que la canalisation, même si la quantité d'eau est suffisante, ne peuvent pas transiter toute la quantité pour toutes les populations. Donc vous avez un débit faible. Tant qu'il n'y a pas assez d'eau, on pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau que le débit est faible. Et quand il y a suffisamment d'eau, on se rend compte qu'il y a un problème de dimension de la canalisation. Il va donc falloir changer ces canalisations-là pour leur permettre de transiter la totalité de l'eau disponible. Il y a également le problème lié aux fraudes. Pendant la période de manque d'eau, un certain nombre de personnes sont allées créer des sociétés occultes avec donc en repiquant sur le réseau pour créer des réseaux frauduleux, pour alimenter des gens dans des endroits où Sodeci estimait que, compte tenu de la faiblesse du débit, il n'était pas utile de brancher les gens puisqu'ils n'auraient pas suffisamment d'eau. Ces réseaux frauduleux-là, aujourd'hui, canalisent une partie de l'eau qu'on distribue, les dérivent, et il va falloir donc remettre ce réseau légalement en état. Donc, chacun de ces problèmes-là sont ceux pour lesquels nous sommes en train de mener un certain nombre d'efforts pour que, assez rapidement, cette quantité d'eau-là soit distribuée à toute la population, et c'est ce qui va se faire au cours des semaines à venir. Monsieur le ministre, le défi de la production et de la distribution de l'eau potable est en passe d'être réglé, à vous entendre. Mais qu'en est-il de l'accessibilité à cette eau aux populations? En d'autres termes, les coûts de branchement sont-ils à la portée de toutes les bourses? Alors c'est vrai, un des soucis du chef de l'État, c'était non seulement de faire en sorte que les populations aient au bord de leur domicile la quantité d'eau suffisante, mais également de permettre à toutes les populations d'y accéder, c'est-à-dire de pouvoir se brancher. Aujourd'hui, dans les zones urbaines comme Abidjan, le coût de branchement est d'environ 180 000 francs CFA. Ce que le gouvernement a décidé, c'est que pour les populations vulnérables, à faible revenu, au lieu de 180 000 francs, pour plus de 30 000 ménages, l'État ferait une subvention pour le passer de 30 000 à 20 000 francs. Et même dans certains quartiers où il est estimé que la vulnérabilité est encore plus grande, c'est d'arriver à moins de 5 000 francs pour que les populations s'abonnent à l'eau. Donc je crois que ça, c'est une mesure majeure qui va permettre, maintenant que l'eau est disponible, à toutes les populations d'éviter effectivement d'aller acheter de l'eau chez des vendeurs indépendants ou alors de faire des kilomètres pour aller à bord de fontaine et d'avoir chez eux à domicile l'eau qui est nécessaire. Et aujourd'hui, après Niangon et Bonoa, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Également, est-ce qu'il y a des projets pour des villes de l'intérieur du pays dont on dit qu'elles sont coupées de l'eau pratiquement? Oui, il y a naturellement d'autres projets. Je vous ai dit qu'il y avait un déficit de 200 000 m3 jour qui a été comblé, mais il est évident que au fil du temps, la population augmente, les besoins augmentent, et qu'il faut penser à des projets qui puissent couvrir les besoins sur le long terme, pour éviter la situation que vous avez connue, où au bout de quelques années de manque d'investissement, on est en déficit total. Donc l'État a de nouveaux projets. Il y a déjà Bonoa 2. Le chef de l'État, dans le cadre de la cérémonie de Bonoa, va non seulement inaugurer la station de Bonoa qui est achevée, mais en même temps va lancer la phase de Bonoa 2, un deuxième projet de 80 000 m3, aussi important que le premier, qui lui va permettre de tenir encore quelques années. Mais au-delà de ça, on a également les projets de Dabou, de Lamé, et le grand projet, n'est-ce pas, de station sur le Bandama, qui vont permettre de couvrir les projets d'Abidjan jusque dans les horizons au-delà de 2025. Donc, il y a vraiment des projets qui vont démarrer, pour certains au cours de cette année, pour certains l'année prochaine, mais on peut estimer que d'ici la fin de l'année, donc 2015, Abidjan sera couvert jusqu'aux années 2020 et à fin 2016-2017, au-delà de 2025. Pour les villes de l'intérieur également, comme vous le savez, dans le cadre des visites du chef de l'État à l'intérieur du pays, un certain nombre de stations ont été réhabilitées, développées, mais parallèlement à ça, on a un projet sur les 31 régions, pour lequel déjà la moitié est déjà financée. Pour le reste,
l'objectif du gouvernement, c'est qu'à fin 2016, toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire aient couvert leur déficit en eau potable. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Monsieur le ministre Patrick Kachi. Je rappelle que vous êtes le ministre des Infrastructures économiques. Avec vous, on a parlé du projet de la station d'eau de Bonois qui sera inaugurée demain par le président de la République. On parle maintenant politique. Vous le savez, hier samedi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a tenu son 5e congrès extraordinaire au Parc des Sports de Treichville. La rencontre a entériné l'appel de Daoukro pour une candidature unique du président Ouattara à la prochaine présidentielle au sein du RHDP. En marge de ce rendez-vous, sur initiative de Zié Daouda Koulibaly, président de la Fondation Espoir du parti, une dédicace s'est tenue à la maison du parti à Cocody. Le livre « Appel de Daoukro, ma vie, servir à la Côte d'Ivoire » était à l'honneur. On fait le point avec Alexis Ouetraogo. Un livre pour mieux comprendre les motivations de l'appel de Daoukro. Voilà le sens de l'œuvre Henri Konan Bédié, Appel de Daoukro, ma vie, servir la Côte d'Ivoire. Au sorti du 5e congrès extraordinaire du parti, les militants se sont donné rendez-vous à la maison du parti à Cocody pour une dédicace. Comme on dit très souvent, la parole s'envole, l'écriture reste. Et à travers cette écriture, c'est un témoignage de l'histoire. Et je pense que tous les Ivoiriens doivent s'approprier et comprendre que ce message-là va aider la Côte d'Ivoire de se renouveler et d'aller de l'avant pour que nous puissions avoir des élections apaisées, mais en même temps une alternance apaisée. Il faut aller sur le terrain, au-devant de la base, au-devant des personnes qui vont voter pour les convaincre de notre programme qui va être mis en œuvre. Et ce livre, justement, va être utilisé pendant la campagne. L'appel de Daoukro, c'est un appel au rassemblement des fils et des filles du président Félix Houphouët-Boigny. Une initiative saluée par les militants. Ça parachève, n'est-ce pas, l'appel de Daoukro, qui est un appel, n'est-ce pas, à l'union, à l'unité, pour un développement continu et durable de la Côte d'Ivoire. Présent à cette rencontre, Touré Mamadou, conseiller à la présidence, a exprimé son soutien à l'œuvre. Il s'agit maintenant d'aller vers les Ivoiriens pour dire concrètement ce qui a été fait et surtout parler de l'espérance. Parce que cette candidature du président Ouattara en 2015 ouvre les portes à beaucoup d'espérance après 2015, notamment l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre lui est clair, lire et faire lire l'œuvre dans les hameaux les plus reculés afin que soit levé tout équivoque autour de l'appel de Daoukro. À 72 heures de la visite d'État du président Ouattara dans le district du Bassa-Sandra, le maire de San Pedro, Bouekan Nabo Clément, mobilise les populations de la cité balnéaire. Il a convié jeunes, femmes et vieux au centre culturel municipal pour leur demander de faire de cet événement une réussite. Envoyé spécial à San Pedro, Victoria Angwa. Mobilisation des cadres, chefs traditionnels Koumen, Bakoué et Ouéné, associations de femmes, leaders politiques et communautaires pour accueillir le président de la République le 4 mars prochain à San Pedro. Ils ont répondu ce jeudi 26 février à l'appel du député-maire Bouekan Nabo Clément au centre culturel municipal de la ville. Venus de Grabo, Tabou, Grand Bérébi et de Sassandra, tous disent leur satisfaction de recevoir le numéro 1 ivoirien. Et promesse a été faite au maire de lui réserver un accueil chaleureux. Le Front populaire ivoirien est un parti politique de la République de Côte d'Ivoire. Je suis républicain. Le président de la République arrive. Il n'y a pas de raison qu'un républicain ne soit pas présent. Les militants du FPI seront là, déclare Clébegré Laurent. Et au fédéral FPI de saluer le député-maire pour ses actions de paix et de développement dans la région. San Pedro veut émerger, la visite du chef de l'État rassure, en témoignent les grands chantiers en cours, renchérit le représentant des cadres, Sognon Jonas. Le maire confirme que le président de la République arrive à San Pedro pour démarrer les grands travaux de développement. Alassane Ouattara, il faut le rappeler, a commencé la campagne présidentielle en 2010 par San Pedro. Et le maire Clébé Julien émet le vœu de voir retenir dans le programme du chef de l'État l'étape de Dabou. À 8 mois de la présidentielle, on apprend aujourd'hui que le RPP, le Rassemblement pour la paix et le progrès, le parti de Laurent Donafologo, participera à cette échéance, annonce faite hier à Divo par Ouattara Nyonzié, secrétaire général du RPP. Il présidait la rentrée politique de la coordination départementale de son parti à Divo, une rencontre pour exhorter les militants du Lodibois au pardon, à la paix et à la réconciliation, mais aussi et surtout
pour les mettre en rang de bataille pour les échéances électorales futures, nous dit Brouléan. Rentrée politique de la coordination départementale du RPP, le Rassemblement pour la paix et le progrès à Divo. Le secrétaire général du parti rappelle à ceux des militants encore nostalgiques de la crise ivoirienne le devoir du moment. Rallumer et maintenir définitivement la flamme de la paix à travers le pardon et l'acceptation mutuelle. Pour Ouattara Nyonzié, il s'agit de faire prévaloir l'idéologie du RPP pour le progrès et le bonheur de tous. Dans cette optique, le numéro 2 du parti, Laurent Donafologo, déclare indispensable la participation du RPP à tous les échelons des élections ivoiriennes, municipales, régionales, législatives et présidentielles. Nous souhaitons un pays de paix, un pays de cohésion, et pendant la campagne électorale, nous allons nous appesantir sur ces principes-là, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'avenir dans la violence. Des élections apaisées pour une paix durable en Côte d'Ivoire, aspiration du RPP en cette année 2015. Le parti salue les efforts du gouvernement et des partenaires pour en réunir les conditions et plaide pour une fin heureuse du processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants. Notre credo, c'est la paix. Nous voulons que les élections se passent dans la paix et que tout ce qui peut causer des difficultés, créer les mêmes causes qu'en 2010, qu'on puisse éloigner ces causes-là. Sur les résultats de la participation de son parti aux prochaines élections, le coordonnateur départemental promet de faire de Divo le bastion du RPP. Dans l'actualité politique également, la JFPI, la jeunesse du Front populaire ivoirien, Konaté Navigué, le secrétaire national de cette jeunesse, a convoqué hier une assemblée générale extraordinaire de l'instance. Elle a eu lieu au siège provisoire du parti à Cocody. Le secrétaire national a mis en place un nouveau bureau national dont il a présenté les membres. C'était en présence d'Hamza Diaby. Voici la nouvelle équipe du Bureau national de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Les membres sont présentés ce samedi devant fédéraux, délégués et responsables de section. Cette assemblée générale a pris des résolutions. Une résolution donc pour appeler nos camarades à respecter les textes et les lois, les règlements que nous sommes prescrits. Dès cet instant-là, il y a un nouveau bureau qui va occuper le terrain. Et je pense que c'est le seul bureau qui est légal et légitime. Et nous allons mettre tout en œuvre pour que ce bureau-là travaille sur le terrain. Venu apporter son soutien à la jeunesse de son parti, le président du FPI, Pascal Affinguessan, a donné quelques éclairages quant aux problèmes qui secouent les différentes instances du parti. Konaté Navigué et son équipe entendent faire fi des voix dissonantes du parti et poursuivre la lutte. Nous poursuivons ce journal avec ce reportage de l'une de nos équipes qui s'est rendue à Grand Laou, précisément à Laou-Panda, où 12 villages sont menacés par la mer. Le compte-rendu de Serge Coléa. Les populations des 12 villages et les chefs de terre de l'île Avikam sont depuis quelques années menacés par l'érosion côtière. Avec l'avancée de la mer, les terres cultivables pour développer l'agriculture s'amenuisent, mettant à mal la sécurité alimentaire des villageois. Plus grave, l'espace habitable se réduit considérablement. Pour remédier à cette situation, le collectif des chefs de village, au cours d'une assemblée générale, a exprimé sa volonté de délocaliser le village sur un espace de 5000 hectares de terre, un site exploité pendant des années par une entreprise désormais fermée. Les différents responsables des villages ont indiqué que cet espace aujourd'hui abandonné se meurt. Ils entendent donc informer les autorités et solliciter leur soutien pour obtenir des semences et des boutures de manioc. Les villageois espèrent surtout le lotissement de cet espace de 5000 hectares de terre en vue du déplacement de l'ancien village de Laou-Panda qui est le plus menacé par l'avancée de la mer. Les différents villages ont marqué leur soutien aux actions du président de la République et à l'appel de Daoukro. Les populations souhaitent voir le chef de l'État continuer sur cette lancée pour amener la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020 pour le bien-être social de tous les Ivoiriens. On s'intéresse maintenant à la CMU, la couverture maladie universelle, lancée depuis le 30 décembre
date de l'enrôlement du président de la République. Cette opération connaît un début timide. C'est pour en parler et inviter la population à se faire enrôler que Delphine Blas a reçu ce 13h sur nos antennes Bamba Karim, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, l'organe chargé de gérer et de réguler le système de la CEMU, la couverture maladie universelle. Extrait. Il faut aller se faire enrôler. Et particulièrement pour cette population cible qui a été citée, les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé, les retraités des deux secteurs, les filières agricoles et VA palmiers, il faut aller, n'est-ce pas, se faire enrôler. Et par rapport aux travailleurs du secteur formel, je voulais dire ceci. Il faut se faire enrôler. Il faut se faire enrôler pour être immatriculé, pour pouvoir bénéficier des prestations. Parce que dans tous les cas, le processus qui est mis en place, l'assurance maladie est obligatoire, je l'ai dit. Et par rapport à ce secteur-là, si on n'est pas enrôlé, mais très bientôt, quand le processus de prélèvement des cotisations va démarrer, vous allez vous rendre compte que vous avez été prélevé. Donc, il faut aller se faire enrôler. Au niveau d'Abidjan, vous avez le plateau. Nous avons deux sites au plateau. L'ancien siège de la CNPS qui est en face de la mosquée et également au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie au rez-de-chaussée. À Yopougon, vous avez le lycée professionnel et le centre médico-social de la CNPS à Yopougon. Et au niveau de Cocody, pour l'instant, c'est le CBCG qui est ouvert, mais le lycée hôtelier recevra très bientôt un site. À Koumassi, il y a le centre de formation et bientôt Marcouri également va ouvrir. On termine en économie avec ces responsables d'une centaine de banques et établissements financiers, membres du groupement monétaire ouest-africain JIM-UEMOA, qui se sont réunis ici à Abidjan, dans la ligne de mire le renforcement des capacités de ces cadres et gestionnaires dans le cadre de la mise en application de normes de sécurité bancaire internationale. Les précisions de Francis Boifo. La sécurité liée aux cartes bancaires et d'autres modes de paiement électroniques, une préoccupation pour les responsables d'établissements financiers du monde. Le volume de données piratées se situe entre 300 millions et 1 milliard de dollars en 2014. Le ratio 0,003% dans notre zone n'est pas à l'abri. C'est pour renforcer les capacités des structures financières que le groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine JIM-UEMOA a organisé cette formation. Elle a porté sur la création de la richesse de la banque par le capital humain et les normes de sécurité PCI DSS. C'est une norme internationale universelle gérée par le PCI Council qui se trouve aux États-Unis, qui est une norme métier dont le rôle est de gérer la sécurité de l'environnement des cartes bancaires. Face aux nombreuses tentatives d'attaque ou d'escroquerie via les nouvelles technologies de l'information, les responsables des banques sollicitent l'aide des gouvernants. Je voudrais lancer un appel pressant aux autorités de l'Union en charge de la sécurité et des TIC afin qu'elles puissent redoubler d'efforts et de vigilance dans la lutte contre la cybercriminalité. En attendant, les banques de l'espace UEMOA rassurent les consommateurs sur la sécurité des cartes bancaires et les différents modes de paiement électroniques disponibles sur les marchés financiers. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.